Patata, maman, bandeko, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, chers compatriotes, merci de nous recevoir une fois de plus chez vous, en ce samedi 20 août 2022. Comme à l'accoutumée, nous allons vous accompagner par nos analyses et nos commentaires juste à l'horizon 2023, le prochain cycle électoral en République démocratique du Congo. Ai-je encore à vous présenter le panel des experts qui sont sur ce plateau? À ma droite, le pasteur Bobo Oyamba, du micro du pasteur Bobo, MPB TV. À ma gauche, M. Cornelis Nlandou, d'agence congolaise de presse et rédacteur en chef de Onesha Africa. Et à mon extrême gauche, M. Amba, de congoindépendant.com, presse écrite, presse en ligne. Voilà, nous remercions évidemment la technique qui préfère rester anonyme, mais nos remerciements sont sincères et chaleureux. Aujourd'hui, on va faire un petit tour comme on en a pris l'habitude pour voir un peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines en République démocratique du Congo et tout ce qui a aussi impacté plus ou moins la République démocratique du Congo pour le présent, peut-être pour l'avenir aussi. Alors, M. Cornelis Nlandou, qu'est-ce qui vous a marqué dans les actualités de ces derniers jours en République démocratique du Congo? Mais écoutez, comme d'habitude, l'actualité en République démocratique du Congo a toujours été très fournie. Mais bon, pour une fois, c'est plutôt par une information que je vais commencer mes propos. Juste dire aux internautes et aux téléspectateurs que la publication des examens d'État a commencé hier vendredi. Ah oui. Et ça a commencé par la province du Haut-Katanga, la province de la Chopo et le Sud Kivu. Mais ce qui est aussi intéressant de savoir, entre parenthèses, aujourd'hui, on devait passer aux provinces du Nord-Ubangi, Kasaï central et Lualaba. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est la hauteur des résultats, le pourcentage que nos enfants réussissent ces derniers temps. C'est quand même ahurissant. C'est comme si on disait que nos enfants sont plus intéressants que nous, parce que là, nous sommes passés par les examens d'État, mais je crois que personne n'a eu autant de pourcentage. De quel pourcentage s'agit-il? Mais vous savez, je disais qu'on a commencé par le Haut-Katanga, et le premier a eu 86% en section commerciale. Et à la Chopo, le premier a 85% en option sciences. Et au Sud Kivu, c'est 77%. Mais 86% déjà, c'est assez élevé quand même. Mais même à l'autre époque, il y avait des gens qui avaient 83-85%. Oui, mais c'est comme si on disait que... Oui, c'est vrai, mais c'était très rare. Très rare. Et même ce que je vais encore ajouter, c'est qu'il y a des fuites. La ville de Kinshasa n'est pas encore délibérée. Ça va sûrement être lundi ou mardi, les résultats pour la ville de Kinshasa. Mais il y a des fuites déjà qui parlent de 80, qu'est-ce que je dis, de 96% pour la ville de Kinshasa. 96%. Donc, des enfants qui ont leur diplôme avec 96%. On parle même de Héritier Watanabe, tu connais le musicien. Le musicien, il paraît qu'il va réussir, d'après les fuites qui sont déjà sorties, il va réussir avec 92%, monsieur Héritier Watanabe. Donc vous voyez un peu, bon, c'est une spéculation. C'est des spéculations jusque-là. C'est des spéculations. Il est star, ça peut tirer dans tous les sens. Donc on doit préparer le foufou parce que bientôt... Mais voilà. Oula, avant c'était le talc. Mais au cas où Héritier Watanabe a 92, 96. On va revenir pour en parler. Pourquoi 86 ou 96%? Parce qu'il est toujours sûrement qu'il est parmi les plus intelligents de la capitale. Je ne sais pas. Ouais.
Voyons voir. Pasteur Bobo, Ça va être lundi ou mardi. qu'est-ce qui vous a marqué récemment? Moi, deux choses. La première, c'est beaucoup plus c'est la communication du chef de l'État au Tchad. Qu'est-ce qui s'est donc passé au Tchad avec le chef de l'État? Le président Félix Tshisekedi était avec, je vois, la communauté congolaise du Tchad. Il a communiqué. Deux choses qui m'ont beaucoup plus touché, c'était beaucoup plus par rapport à les prisons. Il est prêt à ouvrir des prisons. Si on continue à dire des bêtises sur lui, il dit critiquer c'est bon, mais si vous racontez des bobards, des bêtises, je crois là, il visait clairement, il visait Kabound. On a compris qu'il visait Kabound. Le chef de l'État? Oui. Oui, c'était clair. Je vous écoute. Quand vous lisez la presse écrite, tout le monde, les analystes, tout le monde a compris que c'était Kabound. Prêt à remplir des prisons pour ce genre de choses? D'abord, aussi, donc, si vous dites que si vous racontez des bêtises sur lui, comme Kabound avait, vous voulez, mais pour mettre que les prisons vont se remplir pour ça, pour moi, ce n'était pas le bon endroit pour répondre Jean Kabound. Et aussi, moi, je croyais qu'il pouvait profiter de cette audience pour parler de Bonagada, de la crise de l'Est. Il devait contact avec les Américains, mais brusquement, il vient pour dire que... Peut-être répondait-il à une question du public ou quoi, non? Peut-être, oui, peut-être... Mais vous avez la communication, je ne vois pas plus. Je ne crois pas que les Congolais qui étaient là-bas, la diaspora du Tchad, étaient venus pour poser des questions. C'était beaucoup plus... S'il y avait des questions à poser, ils devaient poser des questions par rapport à leur situation, leur vie, comment ils vivent là-bas. Donc là, les présidents pouvaient lire ou bien avoir des bons communicateurs pour savoir communiquer aux Congolais. C'était l'occasion, pour moi, c'était une occasion ratée. Et la deuxième chose qui vous a... C'est beaucoup plus la communication de l'armée. L'armée congolaise. Les forces armées de la République démocratique. Oui. Le FARDC. Là, ça m'a fait rigoler. Bon, ça a fait rigoler beaucoup de personnes. C'est beaucoup plus l'armée rwandaise. On dit l'agression de l'Est, le M23 et l'armée rwandaise ont largué des bombes sur des habitations civiles à Chakiri. Mais si vous lisez l'article là en bas, c'est l'article de quelle presse? C'était beaucoup plus communiqué officiel du porte-parole du gouvernement. Il y a beaucoup de... Attention, c'est pas le porte-parole du gouvernement, mais c'est plutôt le porte-parole de l'armée. Merci beaucoup, M. Collins. Porte-parole de l'armée, beaucoup de presse en ont parlé, entre autres politico. Mais vers la fin, ce qui m'a j'ai beaucoup rigolé, même hier à la politique compliquée. Le porte-parole dit l'armée congolaise qui dit respecter des accords du sommet des chefs d'État à Nairobi, instaurant une trêve, prévienne qu'une autre attaque de ses positions en violation de la dite trêve par la coalition RDF M23, donc l'armée rwandaise M23, sera suicidaire. On vous attaque contre les civils, au lieu de riposter, vous dites que nous prévenons que prochainement, s'il vient encore, ça sera suicidaire. Bon, vous doutez de la capacité des forces armées rwandaises? Il faut à l'époque, on attaque Mobutu, Mobadé. Mobutu passe à la télévision, il dit notre armée a riposté, on a bombardé, on a détruit des pirogues. Tu vois, il vient à un chef d'État qui vient de riposter, qui vient de frapper et il fait peur aux pays voisins. Mais ici, l'armée pleurniche. Oh, si vous avez frappé, tué des civils, fait ceci, non, c'est par rapport à la trêve. Mais prochainement, si vous venez encore, prochainement là, ça sera suicidaire. Le tigre ne crie pas sa tigritude. Voilà, il tue sa proie et la mange. Je vais faire comme Pasteur Bobo, j'ai deux sujets. D'abord, cette communication du chef de l'État au Tchad. Ah, décidément, il y a quelque chose ici. Oui, ce que je voudrais souligner, c'est cette tendance à transformer tout en politique.
en polémique politicienne. Parce que, je ne sais pas, hein, j'ai peut-être tort, mais moi je n'ai retenu de cette communication de Félix que c'est deux choses. D'abord, attention, vous avez dit Félix, ça peut être le crime de lèse majesté. Ah oui. Non, je plaisante. Cornelis pourrait m'expliquer, lui qui est linguiste, Félix parlait en lingala. Vous savez, quand quelqu'un parle en français, et quelqu'un qui fait la même communication en lingala, il y a des nuances. C'est juste. Je l'ai entendu dire en lingala, et il dit, beaucoup ils critiquent Ndenge Bolingi, Ndenge toujours Tambuisamboka, tout ça, dans un problème de mon côté. Mais Coco Saté, moi je traduis ça par ceci, oui aux critiques, non aux allégations mensongères. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien à fouetter un chat. Bon, les détails, on peut toujours en parler, mais moi je préfère résumer à ça. Oui aux critiques, non aux allégations mensongères, et comme Pasteur Bobo a dit, on peut supposer, parce qu'il a dit, dire que le président c'est un voleur, hein, l'histoire des millions qui sortent sans doute par des jets, c'est grave. Il faut démontrer ça. Et il dit, si vous ne parvenez pas à le démontrer devant les juges, eh bien, si nos prisons doivent se remplir avec des gens de ce genre, ça sera rempli. Bon, chacun a son point de vue. Hein. Mais moi, je Il avait l'air vexé ou... Non, apparemment oui, parce qu'il a pris le cas de Maman Marie, qui a dit que les noms avec préfixe nia, ça n'existe pas chez nous. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, évidemment. Moi, je pense déjà à l'ancien officier d'ordonnance du président Kassafoubou, le général Nia Maseko. Il était à l'époque colonel. Et puis Nia, c'est un préfixe qu'on trouve facilement chez les Libinza, chez les gens de Mbouza. Est-ce que le chef d'État ne s'est pas rabaissé à entrer dans ce genre de choses? Est-ce que ça ne va pas laisser d'autres personnes s'occuper de ça? Il a eu tort de réagir en lingala. On a trop de liberté hein, quand on parle en lingala. Et je crois que vous pouvez avoir raison. Et il ne devait pas réagir, il devait peut-être laisser quelqu'un d'autre parler à sa place. Tout comme moi, je peux vous dire sincèrement, moi j'ai été troublé de voir des images vidéo de Maman Marie reçues par la première dame. Je crois qu'on a fabriqué un mythe pour rien. Ça, c'était la première observation. Merci. Deuxième, c'est les élections au Kenya. Comme nous le savons, c'est William Ruto, vice-président de fils Kenyatta, qui a gagné. Or, cet homme nous avait traité de tous les noms comme nous le savons, que nous savons que danser, on ne produit même pas du lait, tout ça est costaud, on porte des pantalons jusque-là. Ça a été très mal pris par beaucoup de Congolais. Et j'ai lu, certains journalistes ont écrit que tous les États, tous les dirigeants des États de East Africa Community ont présenté les félicitations à Ruto. Il n'y a que Tshisekedi qui ne l'a pas fait. En tant que diplomate, je dirais, c'est discutable mais compréhensible. Discutable, c'est vrai, parce que bon, il a été élu, on ne peut pas en discuter. Mais compréhensible, d'abord pour cette affaire-là, l'incident pendant la campagne électorale, mais aussi le fait que le candidat malheureux a dit qu'il va faire un recours, introduire un recours. Moi, j'estime qu'aussi longtemps que la, je ne sais pas quelle est proclamation définitive, oui, n'est pas encore effectuée, on peut attendre avant de féliciter. Il y a beaucoup de gens qui se sont précipités. Je crois que si on analyse bien, on verra que les grandes puissances sont réservées. Parce qu'il y a encore contestation, il y a une controverse. Donc moi je crois que, pour une fois, je peux considérer que, bon, c'est vrai, les autres sont allés, pourquoi pas nous, mais de l'autre, pour les deux raisons-là, on peut attendre. Voilà. Juste un commentaire sur l'élection présidentielle au Kenya. Je voulais rappeler, juste rappeler un point important, c'est que les élections ont toujours été contestées au Kenya. Et ça, c'est quand même un mauvais précédent.
disons, je parle du Kenya parce que il y a même eu un précédent où il y a eu 10 000 morts, je crois. Et il faut dire que celui qui conteste aujourd'hui était un des éléments contestataires de la fois passée, de l'élection passée. Et même il y a un dossier qui est ouvert à la Cour pénale internationale le concernant. Et celui qui vient de gagner l'élection et les perdants. Ils sont frappés par une enquête de la CPI. Et évidemment, le procès a été clôturé par un non-lieu. Voilà, le procès a été clôturé par un non-lieu. Vous savez pourquoi? C'est parce que, et d'ailleurs, il y a un procès qui est ouvert à la place. Le procès de ce président-là est clôturé pour non-lieu, faute de preuves. Mais il y a un autre procès qui est ouvert à la CPI qui concerne disons, un juge kenyan qui est soupçonné de complicité dans l'assassinat des témoins qui devaient être entendus à la CPI contre les présidents. Ces témoins-là ont été exécutés sûrement, en tout cas ils ont disparu. C'est pour cela que la CPI a classé le dossier parce qu'il n'y a plus de preuves. Dans tous les cas, c'est quand même triste de voir que des enjeux comme les élections, le moment, j'allais dire, si rare pour la population de pouvoir exprimer sa volonté et son choix, soit toujours émaillé de mort, de violence en Afrique particulièrement, mais même aux États-Unis récemment. Je pense par rapport à la communication du chef de l'État, il faut aussi proposer, des fois il faut aussi proposer. Je crois le service de la communication du chef de l'État pouvait, la vidéo là ne pouvait passer, censurer cette vidéo. C'est aussi possible. Bon, on va... Le président a communiqué, le président a communiqué, mais le service peut aussi censurer la vidéo, parce que ça fait des coups. En tant que... Ça nous a pris presque 2 semaines ou une semaine pour rien dans les réseaux sociaux, ça tire de sens pour eux. Mais c'est très bien, c'est pour ça, c'est à ça que sert aussi la société civile, que nous sommes, de pouvoir donner notre point de vue et peut-être aider les organes qui gèrent notre pays à fonctionner de manière la plus efficace possible. Il y a tant de choses à détailler, à discuter, mais on va se limiter à quelques points. Il y a cette question que nous avions déjà abordée lors de notre dernière émission, le territoire de Bunagana, qui depuis le 13 juin, si ma mémoire ne me trahit pas cette fois-ci, est occupé par le M23 qui, comme chacun le sait, est soutenu par les forces de défense rwandaises, donc le gouvernement rwandais, et ils sont en train de gérer, d'administrer un territoire en République démocratique du Congo. Nous sommes le 20 août, ils sont toujours là, ils administrent. Le pasteur Bobo disait tout à l'heure que le porte-parole des forces armées menace de répliquer, pas par rapport à Bunagana, mais bon. Nous avons un territoire occupé. Où sont nos forces armées? Que se passe-t-il? En tout cas, là, lâchez-vous, s'il vous plaît. Cette histoire de Bunagana, on en a parlé avant. Mais il faut se dire, et vous l'avez dit dans l'introduction, le M23 aidé par le Rwanda. Mais de plus en plus d'éléments commencent à sortir pour dire que le M23 n'est pas seulement aidé par le Rwanda, mais également l'Ouganda. J'ai fait juste un rappel. C'est au mois de mars que... Non, au mois de... C'est depuis le 13 juin que Bunagana est occupé par le M23. Mais avant la date du 13 juin, le M23 avait attaqué déjà Bunagana 2 fois, à 2 reprises, au mois de mars. Et les éléments du M23 étaient repoussés par le FARDC, aidé par l'armée ougandaise. Ah, par l'armée ougandaise. Oui, nous sommes au mois de mars. Et le M23 revient au mois de juin et attaque. De plus en plus de témoins disent qu'ils ont vu, quand ils ont attaqué, ils ont vu des éléments de l'armée rwandaise, de l'armée ougandaise entrer avec les éléments du M23, qui étaient en train de converser entre eux par Tokiwoki.
Et je crois que j'ai encore un autre élément. Bon, ça viendra sûrement pendant les débats. Mais donc, il faut se dire que cette histoire de Bunagana est l'exemple le plus parfait du marché des dupes. Vous savez, le président Félix Tshisekedi signe des accords avec l'Ouganda, l'armée ougandaise, pour faire entrer l'armée ougandaise, pendant que Kigali et Kampala sont en froid. Les relations sont froides. Non, pas apparemment, parce qu'ils ont même failli en venir aux mains. Hein. Ils ont même failli faire un affrontement armé à un certain moment. Mais évidemment, quand j'ai dit que c'est l'exemple le plus parfait des marchés des dupes, c'est que Félix Tshisekedi va signer des accords avec l'armée ougandaise qui empêche que les M23 prennent Bunagana et puis qui aide les M23 à finalement à prendre Bunagana. Et il faut dire qu'il y a le ministre de la Défense ou le chef d'état-major de l'Ouganda qui était allé à plusieurs reprises à Kigali. Ils ont repris leurs relations diplomatiques et ainsi de suite. C'est le chef de force terrestre. Le chef de force terrestre. Le fils Museveni. Le fils Museveni, exact. Et donc aujourd'hui, l'armée ougandaise est avec le FARDC et en même temps avec l'armée rwandaise. Donc finalement, c'est un marché de dupes le plus parfait. Mais qu'est-ce qui intéresse pourquoi Bunagana? Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà en 2012, quand les M23, les éléments du M23 prennent Goma, je crois, en 2012, leur base était à Bunagana. Pourquoi? Il faut savoir que Bunagana est un lieu important de négoce et juste à la frontière, hein, à la frontière de l'Ouganda. Donc il y a un trafic important qui a lieu là-bas. Je suis convaincu que l'M23 se fixe sur Bunagana pour les dividendes sûrement financières. Mais en tout cas, en 2012 déjà, ils étaient basés à Bunagana et aujourd'hui ils y sont. C'est qu'il y a une fixation quelque part. Mais je crois qu'il faut aussi diversion parce que le Rwanda vise, comme avait dit Bonhomme la fois passée ici, c'est beaucoup plus, ils veulent avoir un état satellite ou un état proche d'eux. C'est pas que les Boulangala qui visent, ils visent beaucoup des villes du Congo. Si vous lisez ici, on dit Boulangala est un village du territoire des Rutshuru, de la République, de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, situé à la frontière avec l'Ouganda et non loin du Rwanda. Donc, il a une grande importance stratégique, commerciale et militaire. Donc ça c'est autre chose. Mais tu vois, il vise l'Est du Congo, avoir un État satellite, mais moi j'avais dit qu'avant il visait ça, moi je crois qu'il voit que notre pays est trop faible. Maintenant, leurs ambitions c'est aller encore plus loin. Nous on dit Bunagana. Mais quand vous avez nommé, on avait nommé des gens là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours là-bas. Il y a des forces militaires tel type M23 sur place, à Minembwe. Il y a le ministre de la Cité. Non, il y a Mutombo, il y a un groupe là, il y a un major colonel de l'armée, un colonel Toussi qui a déserté, qui a pris les armes là-bas. Il y a des groupes passés par là. Colonel Toussi, donc il est soit rwandais, soit ougandais. Ou burundais. Non, c'est des Rwandais. Quand les armées de l'Est vont arriver au Congo, on dit quoi? C'est pour traquer des groupes armés étrangers et locaux. Et ils se sont répartis les coins. Les Burundais seront ici, les Ougandais là-bas, les Kenyans et les autres. Donc, l'Est du Congo, il est pourri. On a un problème. L'Est du Congo a un problème. Bunagana, c'est juste, on dit qu'on laisse faire, c'est rien par rapport à... Parce qu'ils ont pris Bunagana, tous les projecteurs sont sur Bunagana, mais l'enjeu c'est l'Est du Congo. Monsieur Arma,
Oui, toujours à propos de Bunagana, moi ce qui m'inquiète, c'est le pourrissement de la situation. Pourrissement parce que je lisais aujourd'hui sur Twitter d'une journaliste d'Akaj à Djeta. Et elle dit la vie commence à se normaliser à Bunagana. Les gens qui avaient fui commencent à rentrer. Donc ils vont cohabiter avec les rebelles. Donc. Et l'armée rwandaise. Oui. Donc, ça dit que l'administration se fait normalement, il n'y a pas de... Non, ça ne veut pas dire que l'administration se fait normalement, mais évidemment les rebelles ont mis en place un chef de cité, tout ça et consort. Et il y a ça, le pourrissement, le danger du pourrissement de la situation, et puis le déficit en communication. On ne sait pas ce que le pouvoir d'État prépare. Est-ce qu'on prépare une contre-offensive, comme disait le général Ipogé, chirurgicale? Mais il faut qu'on dise quelque chose. Qu'on communique au moins sur ça, plutôt que sur... On dise quelque chose, on ne dit rien. Comme si, bon, maintenant les spéculateurs disent, ah, Batiki, parti au Mboka. C'est pas normal, il y a certainement quelque chose qui se prépare, mais quoi? Mais pourquoi on ne le dit pas? C'est que moi je voudrais ajouter. Mais je pose une question. Les armées qui vont arriver, si vous lisez bien, on comprend que ces armées-là ne vont pas prendre les risques d'attaquer le M23. Et donc c'est le M23, comme a dit Bonheur Bauchi, comme si le M23 va rester à Bonheur, et il faut encore des guerres pour gagner autre chose, et d'autres pour avancer un peu, avoir des territoires. Donc, nous restons des peurs de l'Est du Congo pour un temps. Est-ce que si on n'y prend pas garde, est-ce qu'on n'est pas en train de peut-être hypothéquer le cycle électoral qui arrive, avec ces histoires qui sont en train de s'installer comme ça, le M23, etc. Est-ce que c'est pas en vue de perturber le cycle électoral C'est possible, mais je ne voudrais pas me hasarder là-dessus, mais je voudrais plutôt parler de la communication, le déficit de communication. Le pasteur Bobo l'avait souligné tantôt là, quand le porte-parole de l'armée communique, il dit nous leur avons donné un avertissement, ils ont largué des bombes sur des populations civiles. En plus, le porte-parole de l'armée dit il y a eu 2 blessés. On n'a pas compris. Il n'y a même pas eu de morts parmi la population civile. On n'a pas compris. Et puis, le porte-parole qui dit, nous leur avons dit, vous avez attaqué, c'est bien, mais la prochaine fois que vous attaquerez, ça va être ce suicide. Moi, je me pose la question de savoir si c'est de cette façon-là qu'il faut communiquer. Parce qu'une armée ne dit pas, on nous a attaqué et puis on attend la deuxième attaque. Ça n'a même pas été la première attaque. Hein. C'est depuis longtemps qu'ils attaquent. Et ils disent, ah non, on a été attaqué, la prochaine, on attend une prochaine fois, maintenant on est gentil, la prochaine fois on sera méchant. Une armée ne communique pas comme ça. Une armée, quand elle est attaquée, elle riposte, il n'y a pas de solution. C'est dramatique quand même comme communication. Il y a quand même un petit élément à ajouter. Je n'approuve pas cela, mais le M23 considère Bunagana comme une sorte de, comment je peux dire ça, moyen de pression sur le gouvernement de Kinshasa pour venir à la table des négociations. Or, Kinshasa ne veut pas négocier justement avec le M23. Il leur demande de quitter. Mais ils ne partiront pas sans la force des armes. Donc il est clair que les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas les capacités... Non, on ne peut pas dire ça. C'est une conclusion hasardeuse. On ne sait pas ce qui se prépare. Mais il se prépare quelque chose selon vous? Moi j'ai l'impression qu'on prépare quelque chose, mais pourquoi on ne lance même pas des bribes de communication? Donc on donne raison au porte-parole de la MONUSCO qui avait dit que les méthodes et plus outillés, ils ont beaucoup des armes sophistiquées par rapport à l'autre armée. Mais c'est une preuve que l'armée rwandaise est derrière. Le M23 est très bien outillé parce qu'il y a l'armée régulière rwandaise qui est derrière. C'est ce que la MONUSCO a reconnu. Le monde, c'est un petit pays. Non, tu t'en fous. Le mot petit, là, moi je dis qu'il faut
en superficie. Il n'y a pas de petit pays. Non, petit pays par rapport à la population, même par rapport la population, nombre de militaires, par rapport à tout. Non, moi je suis tout à fait d'accord. Est-ce que le Rwanda peut tenir une guerre au Congo pendant 2 ans, 3 ans? Non, je suis d'accord avec M. Patrick Yogo. Le problème ici, ce n'est pas la taille, c'est la gouvernance, l'efficacité de la gouvernance. Le problème, c'est ça. Israël a tenu 6 pays. Mais attention, il ne faut pas parler de petits. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai toujours été étonné. L'Ukraine tient la tête à la Russie. Le petit Rwanda, non, c'est pas ça. Le Rwandais, dès 1994, l'APR, le Front patriotique est rentré à Kigali en juillet. Immédiatement, les Américains ont commencé une coopération sur le plan militaire avec le Rwanda. Ils ont formé ces gens à la technique de guerre. Parce que la guerre, c'était là. Oui, mais parce que nous, on a peur des Américains. On les s'inscrit, on écoute l'Amérique. On a tellement peur que les Américains ont fui la Somalie, l'Afghanistan. Même les Français ont fui au Mali. Au Mali, nous, quand on dit que les Américains ont formé des Rwandais, et ça fait paniquer notre armée. Pasteur Bobo, vous êtes fils de militaire, si je ne m'abuse. Vous savez que dans les forces armées zaïroises, puisque je me réfère ici à vos parents, ont été formés dans tous les pays du monde, y compris aux États-Unis d'Amérique. Israël est comme ça. Égypte, en fait, nous n'avons plus d'armée. Exactement. Nous devons juste accepter et les Rwandais le savent que nous n'avons plus d'armée. Et c'est la tâche du gouvernement d'avancer sur ce dossier-là, de l'armée. C'est sur des visions. Tu sais qu'il a fait 3 ans. S'il avait la vision en 3 ans, son prédécesseur était là aussi avec 18 ans. Lui, c'est autre chose. Lui, c'est autre chose. La seule époque, j'allais dire, où les forces armées nationales de notre cher Congo, Zaïre de mon enfance, c'était sous l'administration de Mobutu, ou quoi qu'on puisse dire. On était au Togo, Tchad, Burundi, Rwanda. Je crois que nous étions partout et nous avions cette armée. Aujourd'hui, le Rwanda est un peu loin. En octobre 90, lorsque l'APR justement avait attaqué le Rwanda, mais le général Mayele, à la tête d'un bataillon, le 311e bataillon, il renvoyait jusqu'au Ouganda. Bon, c'est vrai que les Français avaient apporté une partie de la logistique, mais les combattants étaient là, c'était nous. Donc, il y avait encore une armée. Mais de 90 à 97, le chaos politique qui a régné dans le pays, les militaires étaient abandonnés à leur triste sort. On voit des militaires en tenue militaire avec des tongs au pied. Ils ne s'entraînaient plus, ils n'étaient plus entretenus. Non, c'est malheureux d'avoir cet organe, j'allais dire régalien, puissant d'une nation, que sont les forces armées, dans cet état-là, et on se perd dans des divagations, des commentaires d'armes, de ceci et cela. Il y a vraiment tant de choses importantes, mais Bonadam est toujours au on donne raison à mon côté qui dit que lui et les autres, les Moussa qui disent que c'est une humiliation pour notre nation, notre pays, parce que les armées, les Burundais sont déjà là, les autres vont arriver. Ils arriveront au Congo, Bonanda sera toujours entre les mains des Rwandais et il faut négocier avec les Rwandais pour se retirer. Ce que vous dites est très intéressant et je vous laisse la parole ensuite. Effectivement, c'est quand même impressionnant. Donc, nous avons un pays qui est attaqué. Et ce pays demande de l'aide à tous les autres pays. Même à ceux qui nous attaquent, hein, attention. Mais c'est ce qui est vraiment... Je vous laisse la parole. Je suis estomaqué. Non, mais moi je voudrais ajouter un élément nouveau qui vient d'intervenir. Lequel? L'élection du nouveau président kenyan. Ne perdons pas de vue que l'idée d'envoyer des troupes de East Africa Community vient de Kenya. A été surtout l'œuvre de Kenya. De Uhuru Kenyatta, oui. Or, maintenant que Ruto arrive, est-ce qu'il va laisser cette opération s'accomplir comme ça? Nous devons rester sur l'expectative. Mais s'il est arrivé, ils sont déjà là. Il va... Non, pour le moment, il n'y a que les Burundais qui sont là. Les Ougandais étaient là pour combattre les ADF. Ouais. Il n'y a que les Burundais qui sont là.
tout cas, une chose est sûre, le Burundi est déjà anti-Kagame. Oui. Donc les relations sont plus ou moins sincères avec nous, mais l'Ouganda, déjà nous avons dit que l'Ouganda c'est un fou allié. Même aussi, notre président Félix Tshisekedi, aujourd'hui il est président de la SADC. Il ne peut pas contourner l'East Africa pour aller vers SADC. Ouais, d'abord, il ne faut pas perdre de vue que toutes ces organisations non pas sont au départ des organisations de coopération commerciale et de développement. L'idée de force de défense, un peu comme pour l'Union européenne et tout ça, est secondaire. Tout à fait. Mais le problème, finalement, ou les deux causes de notre malheur, c'est peut-être le fait de ne pas avoir d'armée, en bonne et due forme et bien outillée, et d'être un pays potentiellement riche. Oui, mais quand on prend SADC et East Africa là, on préfère SADC, parce que là où tu trouves l'Afrique du Sud, d'autres pays qui sont un peu loin. Mais ici, on a l'Ouganda, le Rwanda, Tanzanie, Burundi. Alors on va tout de suite embrayer et entrer alors dans notre deuxième sujet, la présidence justement de la République démocratique du Congo, de la SADC. Comme on le disait tout de suite là, la SADC est une organisation régionale africaine, reconnue par l'Union africaine, qui regroupe 16 pays, je pense. Et la présidence est tournante comme dans la plupart des organisations. Le Malawi vient de céder la place à la République démocratique du Congo, et le Malawi avait eu la présidence aux mains de Mozambique, si ma mémoire est bonne. Maintenant, être à la présidence d'une telle organisation, est-ce que ça apporte quelque chose de plus ou, puisque ce sont des présidences pour la SADC d'une année. Lorsqu'on voit que les chefs d'État africains de manière générale, dès les 5 premières années, même avant, ils disent qu'ils ont besoin d'un autre mandat pour faire quoi que ce soit. Et vous pensez qu'en ayant la présidence de la SADC pour une année, donc 12 mois, 365 jours, on va faire beaucoup plus que ce qu'on ne peut même pas faire dans son propre pays pour un mandat et le faire pour 16 nations. La question se pose. Qu'en pensez-vous? Vous pensez vraiment que le président de la SADC, de son exercice, va bénéficier de la SADC? C'est une question de diplomatie. Si votre diplomatie est forte, vous pouvez faire des choses. On ne dit pas parce que Félix Tshisekedi est président de la SADC qui va facilement amener les autres à venir faire la guerre. Mais il peut consolider sa diplomatie, ses relations avec les autres. D'ailleurs, c'est mieux si c'est quelqu'un d'autre qui est président et que vous négociez avec lui pour faire des armées. Si c'est vous-même qui êtes président de la SADC et tu fais des armées, je ne sais pas si c'est... Ouais. Mais pour en revenir à la SADC... C'est comme si vous roulez pour votre propre pays. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, pas de conflit d'intérêts, mais c'est comme si quelque chose de pareil. Vous utilisiez l'outil pour vos propres intérêts, surtout que c'est pour 12 mois seulement. Oui, je voulais un peu, Yogo, rebondir sur un terme que Pasteur Bobo a utilisé, la risée. Nous sommes un peu comme la risée des pays africains. Mais il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, notre pays n'est pratiquement pas respecté par... Quand vous rencontrez des Camerounais, des Ghanéens, ils vous le disent. Hein. Ils vous disent que non, vous, d'ailleurs, l'actuel président qui vient d'être élu pour Kenya l'a dit ouvertement. Et qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez ça? Quand je l'entends personnellement, je suis quand même... je ne suis pas de la populace, je ne suis pas parmi les derniers de la population. C'est un problème, j'interpelle plutôt les leaders politiques congolais qui ont qui ont laissé la situation perdurer dans ce sens-là. Pasteur Bobo l'a dit, ils sont arrivés au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour refaire cette armée? Parce qu'en 1997, quand Kabila arrive, il arrive avec l'armée rwandaise qui balaie pratiquement toute l'armée congolaise. En 1997, le Congo n'a pas d'armée.
Monsieur le Président, je vais peut-être vous faire revenir sur la SADC pour, oui, puisque sinon on risque de parler que de nos armées. Exact. Alors, aujourd'hui, le président congolais est président de la SADC, mais pas seulement. C'est là une double casquette. Hein. Il est aussi président de la CAC, je crois. La communauté économique des États d'Afrique centrale aussi. Donc il a une double casquette. Mais qu'est-ce que ça lui sert? C'est juste une présidence tournante, mais il faut dire aussi que ces deux organisations sont des organisations d'intégration économique, pas militaire. Exactement. Oui. Et d'ailleurs, la réunion qui vient d'avoir lieu à Kinshasa ici sur le sommet de la SADC, le 42e sommet, oui, a plus mis l'accent sur l'industrialisation des pays membres, l'industrialisation via l'agro-industrie. Oui, l'agroalimentaire et la sécurité alimentaire. Non, l'agroalimentaire, l'industrialisation de l'agroalimentaire, mais également, disons, les minéraux qui doivent être retravaillés, donner une plus-value à nos minéraux déjà dans la sous-région avant l'exportation. Ce qui n'a pas été fait parce qu'on exportait le minerai à leur état brut. Donc c'est un peu, il y avait les deux sujets de la SADC qui n'ont pas parlé de la... Évidemment, ils vont parler de la sécurité parce qu'il y a le problème de l'Est. Mais il n'y a pas de coopération militaire là-dedans. On n'en a pas parlé. Avant de passer la parole à M. Ahmad, je voulais vous faire une petite observation. Parce que moi, je suis pour le moment assez perturbé par tout ce qui se passe en Afrique et tout ça. Nous avons, j'ai entendu ça hier soir d'ailleurs, une journaliste qui posait la question à un panafricaniste, un militant panafricaniste. Elle dit, c'est bizarre, l'Afrique pleure pour avoir des céréales, et ces céréales doivent venir d'un pays qui est en guerre, l'Ukraine. Mais nous avons des terres arables, nous avons le soleil pour l'énergie renouvelable, etc. Nous avons même des fleuves. Nous avons tout ce qu'il nous faut, mais nous n'arrivons pas à nous prendre en main, à nous prendre en charge. Toutes sortes d'intégrations régionales économiques, et ça ne percole pas, ça ne ruisselle toujours pas jusqu'aux citoyens, aux populations. L'industrialisation, parlons-en, et la sécurité alimentaire. Pensez-vous que, et je touche un mot aussi par rapport à ce que disait Pasteur Bobo, le fait que la République démocratique du Congo soit non seulement membre de l'East African Community, de la CEAC, de la SADC, de la CPGL, etc. Est-ce que c'est un avantage à ce jour pour la République démocratique du Congo, ou ça sera plutôt un inconvénient, dans la mesure où nous avons une grande population, qu'on n'a toujours pas fini de recenser, nous avons beaucoup de matières premières, mais les autres pays qui nous entourent sont pour la plupart beaucoup plus industrialisés et pourraient profiter de ce marché que nous sommes, c'est-à-dire nous serons les consommateurs et pas forcément les producteurs, les vendeurs de ceux que nous avons. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la République démocratique du Congo va tirer profit de la présidence de la SADC pour, elle, vendre ses produits, s'industrialiser et plutôt avoir des dividendes, des revenus, au lieu de dépenser en achetant tout ce que les pays voisins et les membres de la communauté produisent? Mais, monsieur Legault, dans l'immédiat, non. Dans l'immédiat, non, parce qu'on ne peut pas dire que la RDC est un pays industrialisé. On ne peut pas le dire. Mais il y a peu de pays africains qui le sont vraiment. Effectivement. Tout au nord et tout sauf l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, le Nigeria et tout ça. Mais il faut quand même dire à l'actif de l'actuel président de la République, nous savons que Kabila était là pendant 18 ans, il a pratiquement mis tout à moulin. Ils se sont servis dans les entreprises et consorts, aucun renouvellement de matériel de travail, rien du tout. Aujourd'hui, il y a quand même, on peut dire qu'il y a un léger mieux. Que ce soit en matière d'agroalimentaire, vous savez qu'on est en voie d'acquérir 6 bateaux de pêche, de pêche industrielle. Hein. Fabriqués en République démocratique du Congo. Promesse politique électorale. Fabriqués en République démocratique du Congo par la main-d'œuvre congolaise. Oui, il y a
il y a un certain nombre de navires qui ont été fabriqués par la Chanik, je crois, mais ça c'est pour l'exploitation intérieure. Hein. Mais les bateaux de pêche industrielle sont commandés à l'extérieur. Mais il ne faut pas dire que c'est une simple promesse électorale, parce qu'il y a un début d'opération, il y a le premier montant a été débloqué pour l'acquisition de ces bateaux-là. Mais pas seulement, il y a aussi l'histoire qui a fait beaucoup de bruit, même ici en Occident, et d'ailleurs Blinken, quand il est passé à Kinshasa, en a parlé aussi, la vente de blocs pétroliers et gaziers, qui font cette vente-là va rapporter beaucoup de millions, des milliards. C'est pas encore une vente. Oui, non, mais l'opération est lancée, attention, l'opération est lancée, et donc avec cette manne-là, ça va servir pour industrialiser certains secteurs. Et vous verrez d'ailleurs qu'il y a une modernisation qui se fait à travers le pays au niveau des infrastructures routières, au niveau des hôpitaux. L'hôpital Mamaye-Mo est pratiquement déjà à la fin. Ce n'est pas un hôpital retapé ou réhabilité, mais c'est un hôpital qu'on est en train de reconstruire. Vous savez, entre parenthèses, cet hôpital a été construit en 1912. Et depuis 1912 jusqu'à l'année passée que les travaux de l'hôpital Mamaye-Mo ont commencé, on n'avait jamais mis une petite couche de peinture. Mais monsieur, avant de passer la parole à monsieur Maki, ne nous a pas encore dit quelque chose là-dessus. Non. C'est quand même incroyable. Ça... Donc, je dis donc parce que c'est vraiment une conclusion, nous avons un État qui a du cobalt, du cuivre, manganèse, tout ce qu'on veut, qui le vend chaque année, mais maintenant compte sur la vente des carrés de blocs pétroliers et gaziers pour s'industrialiser. Qu'est-ce qui a été fait avec tous ces ventes? C'est pas réducteur. Hein. Ce n'est pas la vente de carrés ou de blocs pétroliers. Non, parce que vous avez dit qu'il faut investir pour industrialiser avec cette manne-là. C'est une manne supplémentaire, mais vous savez, avant la vente de ces carrés miniers, vous savez que pétrolier, vous savez que même les réserves d'échange au niveau de la banque centrale sont élevées, ont atteint un niveau record de 4 milliards. Donc, il y a des réserves pour mener des actions. Moi, je suis d'accord pour dire que la République démocratique du Congo est un grand pays, non seulement en superficie, mais en potentialité, mais que nous n'avons pas encore ce qu'on appelle des gestionnaires efficaces, orientés résultats dans notre pays. Pour moi, ça, c'est mon point de vue. Monsieur Abba, la SADC et la présidence de la République démocratique du Congo, avant que nous chutions sur notre dernier point de la journée. Je vais revenir un peu au début. Vous avez du retard sur votre... Vous avez déjà dit ça, mais la présidence d'une organisation internationale, c'est, comme un journaliste a dit, c'est de la routine. C'est protocolaire. Ce n'est pas une fonction exécutive. Et il y a un secrétaire exécutif qui est à la SADC, avec des directions, tout ça, qui assure le fonctionnement quotidien de la SADC. Le président, en exercice, c'est un peu le représentant. Donc, tout dépend du charisme de celui qui sera là. Et vous avez dit aussi, tous les trois, je crois, que la SADC a pour ambition l'intégration des États membres. Et puis, la promotion de l'industrialisation. Donc, le président, je ne crois pas que le fait pour Félix Tshisekedi d'être président de la SADC, de la CAC, de CPGL, je ne sais pas si... Non, il n'y en a pas le président, mais il a vu des moitiés en membre, évidemment. De East Africa Community, ça peut changer quelque chose. C'est-à-dire, on espère que pour chaque présidence, il y a une équipe de gens qui l'accompagnent, qui préparent éventuellement les prises de position, tout ça et consort. Alors, ce que je voudrais ajouter, c'est que il y a quelqu'un qui a posé la question, c'est Yogo Patrick. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Oui.
Ça peut être un avantage dans le sens que si il y a une vraie ambition d'intégration et d'industrialisation, parce que la guerre de l'Ukraine, comme on dit, a quelque chose de malheur et bon, Oui. ça a tiré, ça a réveillé les Africains. Que comment est-ce que nous pouvons être si dépendants du monde extérieur pour manger, pour nourrir nos peuples? Et espérons que les Africains mettront l'accent à l'avenir sur les choses qui touchent directement au social. Parce que si vous prenez le budget de notre pays, vous voyez la part de l'agriculture, la part de la santé, la part des infrastructures, mais c'est ridicule. Mais quand vous regardez le fonctionnement des institutions, C'est exagéré. Près du 3. la sécurité, ça prend presque tout. Donc il faut qu'il y ait un changement de paradigme. Et j'aimerais, je m'excuse parce que sinon je vais perdre cette idée. Non seulement on investit beaucoup, ou on dépense beaucoup pour le fonctionnement et pour la défense, par contre, les résultats attendus par le fonctionnement de ces institutions, de ces défenses, ne sont pas au rendez-vous. Oui, c'est vrai. Ils ne sont pas au rendez-vous. Donc il faut rééquilibrer les dépenses faites du budget pour que ça soit efficace, efficient pour la République. Il y a un dernier élément que je voudrais ajouter, c'est que le fait pour notre pays d'appartenir à toutes ces organisations, ce n'est pas, comment dire, de la sinécure. On a toujours dit que notre pays a une dimension continentale. Tout à fait. Nous sommes en Afrique de l'Est, nous sommes en Afrique australe, on est au centre, et on est, si je peux dire, au nord. Nous devrions être les leaders de la Parce qu'en ayant des relations avec toutes ces organisations, ça permet aussi l'approvisionnement de nos régions, en passant par ces États. Sans oublier, ça c'est la matière économique et tout ça, mais le fait de s'approvisionner auprès des tiers, des autres nations, c'est-à-dire que nous sortons de l'argent de nos caisses et nous enrichissons les autres. C'est pour ça qu'il faut vraiment nécessairement mettre l'accent sur la production intérieure. Nous devons nous industrialiser, nous devons mettre au travail nos populations. Ça sera un sujet dont on va parler, j'espère, bientôt, mais il n'y a pas de secret. Pour avoir une forte armée, il faut avoir le budget pour. Pour avoir un budget conséquent, il faut produire la richesse. Pour produire la richesse, il n'y a pas de secret. Il faut travailler. Et en ayant cette capacité de travail, vous pouvez obtenir des crédits parce que vous savez que vous pouvez renforcer des relations nord-sud. Des vidéos qui circulent là, Mobutu et au fait, je crois, qui réclamaient. Il faut qu'on puisse les trucs des ACP. Il faut retravailler les relations nord-sud. Parce qu'on nous impose des bouts de cacao, on nous impose des bouts de machin, on n'est pas indépendant. C'est pour ça qu'il faut que chaque nation soit casse les prix, on vous impose des trucs, on vous casse. Monsieur Rand, je vous laisse finir et puis on va continuer avec le dernier point. Juste finir, hein, parce qu'on a parlé ici des leçons de la guerre Russie-Ukraine, qui fait que les pays africains semblent tirer des leçons de cette dépendance-là d'un pays en guerre. Mais est-ce que nous tirons les leçons? Ça, c'est un point d'interrogation, je ne voudrais pas y répondre. Mais je voudrais un peu faire marche en arrière en parlant justement toujours de la guerre Russie-Ukraine. Vous savez, tous ces pays-là, la Russie a été l'objet des sanctions, l'Union européenne a eu des contre-sanctions de la Russie, les États-Unis avec. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a le ministre des Affaires étrangères russe qui est venu en Afrique pour tenter de trouver des solutions en vue de contrer les sanctions occidentales. Et c'est pas fini. Il y a le Blinken qui a suivi parce qu'il s'est dit les Russes vont négocier avec les Africains, c'est dangereux, nous y allons aussi. Ils sont arrivés. Mais quelle est la leçon à tirer? C'est que l'Afrique, quelque part, est la solution. Je ne sais pas si tu as vu le journal Le Soir d'aujourd'hui. L'éditorial du journal Le Soir d'aujourd'hui et la RDC est sûrement aussi un pays solution. Donc, quelque part,
les périples des ministres russes des Affaires étrangères, de Blinken et même Macron, Macron est passé aussi, ça doit nous montrer que quelque part l'Afrique est un continent fort. L'Afrique a plusieurs solutions à apporter au monde. Mais est-ce que nous-mêmes, Yogo l'a dit, nous devons devenir forts. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons ce sentiment de fierté d'un continent fort? Est-ce que nous savons, est-ce que nous connaissons l'Afrique? Ça, c'est une interrogation. Est-ce que les Africains connaissent l'Afrique? Est-ce que les Africains savent qu'il y a des richesses qui peuvent apporter beaucoup de solutions au monde? Sûrement pas. Peut-être oui, peut-être non. Alors, nous sommes presque au bout de notre budget temps. On va achever avec le dernier point de ce soir. S'agissant d'une affaire concernant un certain général Baseleba. Je vais tout de suite laisser la parole à M. Amba qui va nous dire un peu de quoi il en retourne. En fait, le général Jean Baseleba Bin Mateto, c'est ainsi qu'il s'appelle, est un avocat général, donc au fond, les subordonnés du procureur général, mais côté militaire, c'est-à-dire dans l'auditorat général des forces armées congolaises. Il fait partie des adjoints de l'auditeur général Lucien Likulia. Et le 1er août, ça sont des faits contenus dans un réquisitoire de l'auditeur général. Ce général se présentait à la prison militaire de Ndolo avec un colis. Et il dit, voilà, ce colis est destiné au major Ngoi, Christian Ngoi Kenga Kenga. Oh, Christian Ngoi Kenga Kenga, c'est qui? C'est l'homme qui passe pour celui qui a torturé à mort Floribert Chebeya, selon le colonel Mouilamboué, Paul Mouilamboué, qui était chargé de la sécurité du bâtiment de la police. Il a suivi à partir de son moniteur. Et Christian Ngoi Kenga Kenga est condamné à mort. Il est à la prison de Ndolo. Il n'a jamais voulu répondre au juge qui posait des questions lors du procès. Donc, c'est un condamné à mort. Christian Ngoi, c'est un des bras droits, anciens bras droits de John Mimbi dans l'unité qu'ils appellent l'unité paramilitaire Simba. Ok. Oui. C'est un tireur d'élite. Alors, le patron de la prison, le directeur de la prison, un colonel, il dit, vérifions le contenu de ce sac. Et il semble qu'à ce mot-là, le général a demandé à son cortège de répartir. On ouvre là-dedans, on trouve un AK-47 d'un Kalachnikov avec des munitions. On trouve un GP de marque... donc un pistolet, oui, de marque Jericho avec des munitions, une matraque électrique et voilà. Tout ça dans ce colis. Oui, dans ce colis. Quelqu'un qui est derrière le gars. Alors, quand le général est interpellé, il dit, il demande une audience auprès du chef de l'État. Il a des choses à lui dire, il ne peut pas dire ça à quelqu'un d'autre, rien qu'à Félix Tshisekedi, et il ajoute, je ne voudrais pas qu'il lui arrive ce qui avait arrivé à M. Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est quand même... C'est la grande question. Et ce général est aux arrêts? Il est aux arrêts. En Macao, maison. Non, dans la même maison que... Il doit être en résidence surveillée, je crois, pour le moment. Parce qu'il n'est pas encore condamné. C'est très interpellant de voir... Oui, c'est une affaire grave. Avec parce que Baseleba n'est pas n'importe qui. Il a commencé à travailler avec Laurent Désiré Kabila. Il a travaillé avec Joseph Kabila. Il était avec Kapend, le colonel Alamba. Bref, il passe pour un tortionnaire. Moi, j'ai parlé avec Georges Merindi, un des anciens gardes du corps approchés de Mzee Kabila. Il est en exil en Suède. Il m'a dit, Baseleba, c'est un de nos tortionnaires. C'est quand même étonnant. Je veux dire,
comment un général peut prendre le risque d'apporter des armes dans une prison militaire? C'est une affaire à suivre. Maintenant, est-ce qu'il a été piégé? Parce que lui dit qu'il a été piégé. Pardon? Piégé en venant avec le colis. Ah, ça, je n'ai pas entendu. Il a été piégé sur lui. Oui, mais dans tous les cas, moi je crois que vous avez posé la question de savoir comment un général peut se présenter devant la réception. Moi je crois plutôt qu'il a utilisé son grade de général pour faire passer plus facilement le colis, sûrement. Certainement. Mais ce qui est interpellant, c'est que au lieu d'adopter une position de défense vis-à-vis des griefs qui lui sont reprochés, il demande une audience. C'est une diversion. C'est sûrement une diversion parce que la cour militaire n'a pas comme rôle de mettre le prévenu en contact avec une autre institution qui est la présidence. Là, il s'agit d'une justice militaire qui n'a rien à voir avec la présidence de la République. Donc, la cour militaire n'a pas ce rôle-là de vous mettre en contact avec le président. C'est d'ailleurs une ingérence dans... Et pourquoi il veut le président lui-même, donc pas des conseillers, pas le président lui-même. Donc, ça sera une audience pour lui dans une pièce. La personne qui veut tuer le président, est-ce qu'on peut le laisser avec le président? C'est sans témoin en plus, c'est sans témoin, des caméras. Il va sauter sur le président lui-même. Ah oui, peut-être l'étranger. Ou bien il va lui dire des vérités. Mais il dit qu'il a été piégé. Oui, il dit qu'il a été piégé, mais bon, est-ce qu'il savait ce qu'il y avait dans le colis? C'est le rôle d'un avocat général auprès de l'auditorat général des FARDC à apporter des colis. On se dit qu'il a été piégé, c'est pas ce colis. Mais non, mais est-ce qu'il savait qu'il y avait ce qu'il y avait dans le colis? Il a mis la bouffe. C'est la grande question. Non, c'est ça, il aurait pu envoyer un lieutenant ou qui que ce soit. Mais c'est lui est de Baouélé. Kenga Christian Boy, il est du Katanga. Il amène la bouffe. Qui a préparé? Est-ce que c'est son rôle? Donc, il peut envoyer un chauffeur. Il voulait jouer sur trafic d'influence. Trafic d'influence. C'est le général qui débarque. C'est le général qui débarque, oui. En tout cas, je vous remercie tous les trois pour cette émission de ce soir. Je m'en voudrais de clôturer aussi vite sans avoir touché un mot sur cet article ou ce communiqué que j'ai lu du rectorat de l'université de Kisangani. Il semblerait qu'une conférence devait être tenue dans les amphithéâtres de l'université, conférence où l'orateur principal serait le docteur Denis Mukwege, et que le rectorat aurait refusé de laisser tenir cette conférence pour des raisons de logistique et de sécurité, prétextant ou affirmant qu'il y a déjà eu beaucoup d'incivilité, de perturbations sur le campus ces derniers temps. Ça m'a interpellé, je tenais quand même à le signaler. Je crois que je n'ai jamais entendu d'un rectorat adresser une fin de non-recevoir pour une conférence, surtout pour une personnalité telle que le docteur Mukwege. Je ne sais pas quel était le sujet de la conférence, mais voilà. Ainsi va la République démocratique du Congo. Mais je crois le seul prix Nobel de la paix que nous avons. Et vous avez posé la question de savoir de quoi il allait parler. Il y avait deux sujets. C'était une conférence scientifique, simplement scientifique, hein, il n'y avait rien de politique. C'était la prise en charge des fistules traumatiques. Et d'ailleurs, la conférence était organisée à la faculté de médecine. Donc, c'était à l'intention des étudiants de médecine. Et le deuxième sujet, c'était le viol comme arme de guerre. Ça a des connotations politiques possibles, mais pour les Congolais, je crois que c'est un point positif. Mais il faut revenir sur le passé, un passé récent. On parle de Dr Mukwege comme candidat à la présidentielle. Ça, c'est un. De deux, on a vu Dr Mukwege s'afficher avec Martin Fayulu. Est-ce que... Récemment, très récemment. Est-ce que c'est cela qui fait que le rectorat a eu peur possible?
Mais il faut aussi relever que, avec tout le bruit que le refus du rectorat a provoqué, le rectorat a émis un communiqué. Et dans le communiqué, le rectorat donne des raisons, vous en avez parlé, de sécurité et consorts, et ajoute que d'ailleurs, le docteur Mukwege ne pouvait pas arriver à Kisangani parce qu'il était empêché, son hôpital était bloqué par les Wewa, les motards. L'information a été démentie. L'information a été démentie. Le gouverneur de province. Ah, et le rectorat dit que non, Mukwege ne pouvait pas arriver à Lubumbashi parce que ça revient à ce que disait le soir tout à l'heure, oui, on politise tout. Exact. Et même des conférences médicales, enfin sur des sujets médicaux. Un dernier mot? Oui, il y a deux problèmes par rapport à Mukwege. Un, c'est la seule personne qui ose, par rapport à les hommes des Congolais, des intellectuels, il est presque la seule personne qui ose dénoncer l'agression ou le Rwanda clairement au niveau de l'Est. Parce qu'il le vit depuis toujours. Oui, si c'est vrai que le Congo est toujours sous infiltration, occupation, je crois que les autres peuvent l'empêcher facilement. Deuxième point, c'est par rapport à... Il y a un groupe de professeurs qui ont demandé qu'il pousse le candidat président. Ah là, il change de sphère. Quand tu rentres dans la sphère politique, là, je crois que le régime Tshisekedi ne peut pas laisser Mukwege parler à l'aise, parce que là, c'est votre adversaire. Mais il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de fait, c'est des supputations. De manière douce là-dessus. Il n'y a pas de fait. Mais, monsieur Mamba, vous vouliez peut-être, mais vraiment 30 secondes. Il y avait un procès qui était en cours avec un certain monsieur Biya. Oui. Qu'en est-il? En fait, moi, je continue à dire que l'ANER a induit le chef de l'État en erreur dans cette affaire. Affaire François Béa. Dans l'affaire François Béa. C'est-à-dire qu'il y avait sans doute quelques bruits et on a fait une montagne de ça. Parce qu'on a parlé de complot, d'atteinte à la vie, de tentative de l'assassinat du chef de l'État. Mais sur le plan de la matérialité. Des détournements de militaires dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, tout ça. L'ANER a été incapable de démontrer la matérialité de ces charges-là. Et moi, je suis d'avis que l'administrateur général actuel de l'ANR, c'est quelqu'un qui devrait partir. Félix, en arrivant, il a promis d'humaniser les services de renseignement, de fermer les cachots dans l'ANR et consorts. Mais il y a aujourd'hui des gens qui sont détenus là pendant 10, 20, 30 jours. François Béa a fait 60 jours. Là maintenant il a été relaxé. Oui, il est en France depuis hier. Il a obtenu une liberté provisoire. Oui. Donc, non, il y a un problème avec ce service. Et Sassou Nguesso dans l'avion. Oui, c'est Sassou Nguesso qui a affrété l'avion parce que c'est plus des liens familiaux. Ouais. La femme de conseiller spécial de Sassou Nguesso, M. Dominique Okemba, c'est une Luba. Et elle aurait des liens de parenté avec François Béa. Ouais. Et puis en tant que conseiller spécial, ils avaient une relation. Et puis n'oublions pas, les services ont l'habitude de coopérer. Donc François Béa a certainement un bon carnet d'adresse. Alors, rendez-vous pris pour dans 1 ou 2 semaines, jusqu'à l'horizon 2023. Nous essaierons de vous tenir par la main et essayer de vous montrer les embûches, comment nous allons déployer tous nos efforts pour vous informer de la manière la plus professionnelle, la plus complète et la plus sage possible sur les enjeux de la République démocratique du Congo en vue des élections en 2023, le 17 décembre si je ne m'abuse. Merci encore, à très bientôt.